Vous êtes bien sur France 24, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 2 décembre. Le variant Omicron bien parti pour devenir la forme dominante du coronavirus. Après l'Afrique du Sud, l'Europe à son tour gagnée par la contagion. Pour l'heure, c'est le variant Delta qui pousse les États à durcir leurs restrictions. Après l'Autriche, l'Allemagne envisage à son tour de rendre obligatoire la vaccination. L'Allemagne qui dit adieu à Angela Merkel, cérémonie à Berlin avec une bande-son un peu surprenante. La chanteuse punk Nina Hagen s'est faufilée dans la playlist. Moscou et Washington actent leur désaccord lors d'une rencontre au sommet à Stockholm. Échange Blinken-Lavrov alors que les États-Unis soupçonnent toujours Moscou de vouloir envahir l'Ukraine. À suivre d'ici une vingtaine de minutes, le journal de l'économie. Johanna Citruc nous parlera de l'Agence française de développement. Elle fête aujourd'hui ses 80 ans. Puis à 20h40, heure de Paris, le droit à l'avortement aux États-Unis remis en cause comme jamais depuis l'amendement de 1973 Roe versus Wade. Ce sera On va plus loin avec François Durper et Bruno Darroux. Il est 20h01 à Paris. Sans plus tarder, c'est tout de suite Paris Direct. Angela Merkel fait officiellement ses adieux à l'Allemagne, même si elle restera encore formellement au pouvoir le temps d'expédier les affaires courantes. Une cérémonie a lieu à Berlin où vous vous trouvez, Anne Maillet, une cérémonie symbolique pour Angela Merkel. Oui, un instant très solennel qui se déroule selon un protocole très strict. Il s'agit du cérémonial militaire le plus prestigieux de l'armée allemande, une tradition héritée du 19e siècle à laquelle la chancelière sortante a apporté une note très personnelle, voire même un peu détonnante. Conformément à la tradition, Angela Merkel a eu le choix des titres interprétés par la fanfare de l'armée allemande et elle a choisi notamment ce titre de Nina Hagen, une chanteuse punk est-allemande, un tube qui a fait fureur en ex-Allemagne de l'Est dans les années 70 et donc un clin d'œil au passé de la chancelière et à sa jeunesse peut-être un peu plus rebelle qu'on ne pensait. En tout cas, avec cette cérémonie entourée des ministres qui l'ont accompagnée tout au long de ses 4 mandats, Angela Merkel tire donc sa révérence, ou du moins symboliquement. Elle continuera, vous l'avez rappelé, de gérer encore quelques jours les affaires courantes. Son successeur, Olaf Scholz, ainsi que le nouveau gouvernement composé des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux entrera en fonction mercredi prochain, le 8 décembre. Comment les Allemands perçoivent-ils ce départ ? Eh bien, pour les Allemands, c'est bien sûr la fin d'une ère, 4 mandats qui ont bien entendu marqué le pays, tout comme les crises que l'Allemagne a traversées pendant cette période et qu'Angela Merkel a évoquées dans son discours d'adieu. On pense bien sûr à la crise financière, à la crise migratoire et puis bien évidemment à la crise sanitaire. Cette transition se fait à un moment particulièrement difficile puisque l'Allemagne traverse une 4e vague de Covid particulièrement forte. Aujourd'hui, Angela Merkel a d'ailleurs participé à une dernière grande réunion au sommet avec son successeur Olaf Scholz pour décider de nouvelles restrictions. Elle aurait certainement préféré partir sur une note plus positive, mais elle s'en va tout de même avec une satisfaction et pas des moindres. Après 16 ans au pouvoir, elle reste la personnalité politique préférée du pays. Ce soir, visiblement émue, elle a d'ailleurs exprimer sa gratitude envers les Allemands pour la confiance qu'ils lui ont accordée et son humilité face à cette fonction de chancelière qu'elle a incarnée pendant si longtemps. Merci Anne Maillet avec nous en direct de Berlin. On ignore toujours s'il crée davantage de formes graves. Le variant Omicron sera en tout cas majoritaire sous peu en Europe. Dans les tout prochains mois, si les tendances actuelles se confirment, estime le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour l'heure, c'est toujours l'autre variant, le Delta, qui est à l'origine d'une flambée des contaminations dans l'hémisphère nord. Professeur Olivier Schwartz, vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Bonjour, on a découvert ce qui est peut-être le plus gros foyer connu à ce jour d'Omicron en Europe. Lors d'un repas de Noël dans un restaurant d'Oslo en Norvège, sur les 120 convives, 60 ont été testés positifs. Ils seraient pourtant tous vaccinés. Alors on attend évidemment les résultats du séquençage, mais s'il était confirmé que le variant Omicron était présent chez ces 60 convives, ça pourrait attester de la résistance de ce variant au vaccin.
Oui, alors on n'a pas beaucoup de données pour l'instant sur la résistance de ce variant au vaccin. On a des données épidémiologiques. On voit par exemple en Afrique du Sud, où les données sont les plus complètes jusqu'à présent, que eh bien, le nombre de cas a doublé récemment et que on est passé de 4 000 à 8 000 cas diagnostiqués par jour et qu'il y a environ 70% de ces cas qui sont dus au variant Omicron. Donc on a ces données épidémiologiques, on a également des données de modélisation parce que on connaît la séquence, donc le patrimoine génétique de ce virus, on connaît les mutations qui sont présentes dans la spicule, comme vous savez il y en a à peu près une trentaine, certaines sont déjà décrites dans d'autres variants et on sait que certaines permettent d'échapper à certains anticorps. Donc on sait que ce virus sera probablement plus résistant aux anticorps, donc au sang des personnes qui ont été vaccinées, et donc qu'il y aura une moindre efficacité du vaccin, mais ça ne sera probablement pas, enfin c'est trop tôt pour le dire, à dire vrai, une résistance complète à la vaccination. Les études sont prévues, sont en cours dans de nombreux laboratoires dans le monde, et en France également. Le but de mon laboratoire, par exemple, mais d'autres laboratoires, je pense au CNR, à l'Institut Pasteur et de nombreux autres laboratoires, c'est maintenant de produire le virus, de l'isoler à partir des personnes qui ont été infectées et de pouvoir ainsi étudier différents paramètres, sa multiplication, sa vitalité et bien sûr sa résistance potentielle à certains anticorps monoclonaux, mais également au sang de personnes qui ont été vaccinées une fois, 2 fois ou 3 fois. Pour l'heure, le nombre de cas établis de personnes présentant ce variant dans les pays de l'espace économique européen, il est de 79. En réalité, il pourrait déjà y en avoir beaucoup plus. Oui, pour l'instant, le nombre de cas officiellement diagnostiqués reste très bas, mais même en Afrique du Sud, si on regarde dans la base GISED, donc qui analyse toutes les séquences qui sont déposées par les différents laboratoires, donc il y a plus de 5 millions de séquences dans cette base de données. Pour l'instant, il y a, si je ne me trompe pas, environ 200 séquences déposées qui sont présentes, en tout cas, ça c'est important de le dire, dans 24 pays. Donc ça suggère qu'il y a déjà une propagation globale. Et comme vous l'avez rappelé jusqu'à présent, pour l'instant, l'épidémie, par exemple en France, à laquelle on est confronté, c'est quasi 100% du variant Delta. Le variant Omicron, on ne sait pas encore comment et quand il pourra être supplanté d'une certaine façon le variant Delta. Si Omicron devenait demain dominant, comme le prévoit donc l'Agence européenne en charge de la prévention des maladies, s'il s'avérait aussi que l'efficacité du vaccin est limitée, ça aurait un sens réellement d'obliger, de rendre la vaccination obligatoire, comme l'a déjà décidé l'Autriche, comme l'envisage l'Allemagne, comme peut-être demain la France pourrait le faire? Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste ni chargé de santé publique en France, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Il faut attendre d'avoir les résultats des études. Déjà, ce qu'on sait jusqu'à présent, et c'est vrai pour le variant Delta quand même, c'est que les personnes hospitalisées qui font des formes graves, ce sont des personnes non vaccinées. Donc il faut bien entendu augmenter la couverture vaccinale, faire la 3e dose, la dose de rappel, et on voit comme dans des pays en Afrique ou en Afrique du Sud, il n'y a que 24% de la population qui est vaccinée, donc ça laisse de la place pour n'importe quel virus finalement à se propager. En Afrique, il y a 6% de la population qui est vaccinée, donc il faut vraiment accélérer dans chaque pays et dans les pays africains également la vaccination. Et recourir à des mesures supplémentaires. Le gouvernement va réunir lundi un conseil sanitaire pour voir justement s'il faut décider d'autres mesures. Faut-il recourir par exemple massivement au télétravail lorsqu'on sait qu'il est désormais établi que c'est dans les transports, notamment dans le métro, que eh bien, les contagions sont les plus élevées. En tout cas, c'est l'un des lieux privilégiés avec les discothèques. Là encore, ce sont des mesures de santé publique et donc il y a des études épidémiologiques qui indiquent où ont lieu les contaminations. Je pense à une étude qui a été réalisée à l'Institut Pasteur par Arnaud Fontanet, par exemple. Alors, c'est effectivement plutôt les discothèques. Les moyens de transport présentent un surrisque, mais si on met son masque et si on respecte les gestes barrières, on arrive quand même à limiter ce surrisque.
Le président des États-Unis, Joe Biden, vient de s'exprimer. Je vous propose de l'écouter. Il annonce lui aussi un durcissement des mesures, mais cette fois concernant les voyageurs à leur arrivée sur le territoire américain. Je suis ici pour vous annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. L'accélération de la vaccination, mais aussi les tests récents, moins de 24 heures pour les personnes, les étrangers qui arrivent sur le sol américain, même les vaccinés. Professeur Olivier Schwartz, c'est nécessaire ça face aux variants pour gagner du temps ? Eh bien, c'est sûr qu'une personne vaccinée, on sait qu'elle sera largement protégée contre l'apparition de formes graves, du risque d'hospitalisation, mais que le vaccin, au cours du temps, perd de son efficacité contre l'acquisition du virus. Cependant, une personne qui est vaccinée, si elle est infectée, les résultats montrent que d'abord sa charge virale globale pourra être réduite et la durée de la production du virus par cette personne également sera réduite. Donc ça va globalement diminuer la propagation, mais c'est très important de suivre effectivement si une personne vaccinée ou pas est infectée et finalement appliquer les gestes d'isolement pendant le nombre de jours requis, qu'on soit vacciné ou pas, me semble tout à fait logique. Merci, professeur Olivier Schwartz, d'avoir été avec nous. Professeur Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Merci. Un entretien qualifié de franc. Anthony Blinken a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. L'occasion pour le secrétaire d'État américain d'évoquer les différends, notamment à propos des soldats russes que Washington soupçonne de vouloir envahir l'Ukraine. La Russie, elle réaffirme son attachement à sa propre sécurité. Écoutez. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Voilà, Anthony Blinken qui l'ajoute, les présidents américains Joe Biden et russe Vladimir Poutine auront l'occasion de se parler directement dans un proche avenir, sans plus de précision. On ne sait s'il s'agit d'une rencontre ou bien d'un entretien téléphonique. Retour sur les différents événements à présent qui ont cristallisé les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de ce territoire, l'Ukraine, avec Julien Cheida. Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, le théâtre de plusieurs révolutions en faveur de la démocratie. En novembre 2013, des milliers de manifestants se dressent contre Viktor Yanukovych. Le président ukrainien pro-russe refuse de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Rapidement, le centre de Kiev devient une zone de guérilla urbaine. Face à la contestation, le chef de l'État quitte le pays en catimini. Dans le sud, des mouvements séparatistes pro-russes prennent le contrôle de bâtiments gouvernementaux en Crimée, une région à majorité russophone. Quelques mois plus tard, lors d'un référendum non reconnu par la communauté internationale, ses habitants votent pour le rattachement de la péninsule à la Russie. Sébastopol et la Crimée sont de retour en Russie. Vous, les vétérans, nous avez transmis les valeurs fondamentales de l'unité. Un mois plus tard, les séparatistes, avec l'appui des militaires russes, prennent le contrôle de la région du Donbass. Kiev lance sans succès une opération militaire pour reprendre les zones rebelles. D'après les observateurs, la Russie veut à tout prix conserver l'Ukraine dans sa zone d'influence en raison de leurs liens historiques, même si une partie du pays lui tourne aujourd'hui le dos. Vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Et je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Le Donbass est depuis ce jour le théâtre d'un conflit meurtrier. Malgré plusieurs accords de cessez-le-feu, le bruit des armes n'a jamais vraiment cessé. Plus de 13 000 personnes ont perdu la vie. Depuis, les relations entre l'Occident et Moscou n'ont fait que s'aggraver. En dépit des condamnations internationales, la Russie continue d'utiliser le conflit comme moyen de pression diplomatique.
En avril dernier, plus de 100 000 militaires russes s'étaient regroupés à la frontière à l'est de l'Ukraine. Un simple exercice militaire d'après Moscou. L'Europe et les États-Unis avaient quant à eux dénoncé une énième provocation de la Russie. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, l'affiche du second tour de la primaire des Républicains a de quoi surprendre. Les adhérents ont placé en tête le député des Alpes-Maritimes, connu pour ses positions droitières. Il devance de moins d'1 point la présidente de la région Île-de-France. Suivent dans un mouchoir l'ancien négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, puis le président de la région Hauts-de-France, pourtant donné favori des sondages, Xavier Bertrand. Tous deux apportent leur soutien à Valérie Pécresse, tout comme le dernier arrivé, Philippe Juvin, pour le second tour dont le résultat sera connu samedi.